Barthélémy Ngom. Bienvenue à l'Ubaït, la technique Medina Baye d'abord qui perd encore un fils de Baye Niass. Cheikh Mokhtar Niass est décédé ce matin ici à Dakar dans une clinique des suites d'une maladie. Le défunt était âgé de 74 ans. En l'espace d'une semaine, la cité religieuse de Medina Baye a perdu 2 fils de Baye en 3 en un mois avec le décès de sa fille aînée Zeida Fatoumata Zahra Niass il y a quelques semaines. Le chef de l'État se rend d'ailleurs à Medina Baye demain samedi pour présenter ses condoléances. Et puis je vous l'annonçais, c'est une première depuis l'apparition de la maladie, la Covid-19 au Sénégal, un record des cas communautaires, 82 en 24 heures. Saint-Louis en tête avec 11 cas communautaires. 172 nouvelles contaminations ont été enregistrées. Les 90 sont des contacts. Il y a eu 2 décès là-dessus. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1711 tests réalisés, 172 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 10,05%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 90 cas contacts suivis par nos services et 82 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les villes ou quartiers suivants. Saint-Louis 11, Dakar Plateau 6, Les Maristes 6, Thiès 6, Keur Massar 5, Mbour 4, Sangalkam 4, Yoff 4, Diourbel 3, Kolda 3, Liberté 6, 3, Tivaouane 3, Bignona 2, Kaolack 2, Mermoz 2, Parcelles Assainies 2, Pikine 2, Touba 2, Diamniadio 1, Diofior 1, Diouloulou 1, Guédiawaye 1, Kédougou 1, Louga 1, Mbao 1, Oussouye 1, Pout 1, Rufisque 1, Thionck-Essyl 1 et Ziguinchor 1. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 39 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 décès ont été enregistrés ce jeudi 6 août 2020. L'état des autres patients est resté stable. À ce jour, 10 887 cas ont été déclarés positifs, dont 7 186 guéris, 225 décédés et donc 3 475 sous traitement. Le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, comme vous l'avez noté, donc une augmentation des cas communautaires, 82 entre hier et aujourd'hui, ce qui a suscité donc une analyse de la situation avec Awambaye. Saint-Louis est à 59. Le record. Jamais le nombre de cas issus de la contamination communautaire n'a atteint ce niveau. Les derniers plus grands chiffres annoncés remontent au 18 juillet 2020, date à laquelle le ministère de la Santé et de l'Action sociale avait dénombré 49 cas de contamination communautaire en une seule journée. La région de Saint-Louis a obtenu le plus grand lot ce matin avec 11 cas dont les sources de contamination sont inconnues, donc impossible de dresser pour eux un profil épidémiologique. Les spécialistes en virologie avaient alerté après la Tabaski, le risque d'explosion de cas communautaires est réel avec les retrouvailles familiales, surtout dans les régions. Est-ce le début d'une flambée de ces formes de contamination au coronavirus dans notre pays? Les prochains bilans journaliers nous édifieront. En tous les cas, limiter cette transmission communautaire doit être une priorité parce que l'OMS avait estimé que l'Afrique ne pourrait pas tenir le coup face à une progression rapide de ces cas. Parce que tout simplement, les systèmes de santé sont faibles. Et puis, notez que la région de Saint-Louis a enregistré 11 cas communautaires entre hier et aujourd'hui. Des cas communautaires répartis entre Saint-Louis et Richard Toll. Mohamed Nabissila.
Saint-Louis est à 59 cas communautaires depuis le début de la pandémie, une situation bien inquiétante une semaine après la Tabaski, d'où l'appel des autorités à respecter les gestes barrières. Seynabou Ndiaye est le médecin-chef de région. Cette augmentation de cas ne doit pas continuer puisque nous allons avoir de plus en plus de cas sévères à gérer. Et c'est ça le plus difficile au niveau de cette épidémie, vu la capacité litière qui n'est pas très grande. Donc j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. On demande aux populations de rester chez eux et de sortir le moins possible et de se laver régulièrement les mains. Aujourd'hui, la capacité du centre de traitement est largement dépassée. Certains même sont pris en charge chez eux. La distanciation sociale, ça peut arrêter automatiquement ce qu'on appelle l'élargissement des cas communautaires. Si on ne respecte pas ces règles, donc automatiquement les cas communautaires vont se multiplier et ça peut amener ce qu'on appelle un chaos total. D'où l'appel à la responsabilité des jeunes qui doivent sensibiliser davantage leurs camarades. Les cas communautaires, ça développe à Saint-Louis. Je lance un appel. Les populations, pour sensibiliser les gens qui sont dans les marchés, qui sont dans les gares routières, qui sont partout au niveau de Saint-Louis, parce que les cas communautaires se développent ici au niveau de la commune de Saint-Louis. Ça c'est grave pour les populations saint-louisiennes. La fréquentation des plages et autres lieux publics, symbole d'un relâchement totalement constaté sur ces lieux et indexé par les populations qui ne savent plus à quel saint se vouer. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. La conférence de presse du ministre de l'Intérieur cet après-midi à Aly Ngouille Ndiaye va évoquer les nouvelles mesures pour le respect du port du masque et l'interdiction de rassemblement dans les lieux publics. Eh bien, qu'attend l'activiste Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage? Il se dit par contre surpris que ce soit le ministre de l'Intérieur. Il estime que c'est plutôt le ministre de la Santé qui devait parler. Guy Marius Sagna était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Il souligne par ailleurs qu'on ne doit pas militariser la lutte contre la Covid-19. En réalité, nous avons un peu peur de l'intervention du ministre de l'Intérieur parce que celui que nous attendions surtout, c'est le ministre de la Santé pour montrer une inflexion, un détournement de la lutte contre le coronavirus pour mettre en avant un nombre de dépistages beaucoup plus conséquent, mettre en avant la dotation du peuple sénégalais en masque, l'ouverture très rapide de Médis Sénégal, etc. Nous attendons des réponses sanitaires hardies. Mais le fait que ce soit le ministre de l'Intérieur qui s'adresse aujourd'hui au peuple sénégalais montre que l'inflexion risque d'être militaire, l'inflexion risque d'être sécuritaire. Et nous rappelons que c'est une lutte sanitaire et non une guerre contre le peuple sénégalais et non une répression du peuple sénégalais. Il faut faire ce que tous les observateurs, tous les professionnels et techniciens de la santé sérieux ont eu à dire depuis le début, y compris le FRAPP. Il faut augmenter de manière très sensible le nombre de dépistages. C'est ce qui permet d'avoir une vue beaucoup plus mais correcte de l'ampleur de la maladie. Mais il faut aussi très clairement encourager les citoyens sénégalais à respecter les gestes barrières. Et dans cet encouragement, l'État du Sénégal doit respecter sa promesse à mettre à la disposition des citoyens suffisamment de masques afin qu'ils puissent les utiliser. Parce que ce serait insensé de réprimer les citoyens sénégalais sans masque alors qu'on n'a pas mis à leur disposition des masques. Il faut produire suffisamment de médicaments ici au Sénégal, pour le Sénégal et pour l'Afrique. Nous pensons que c'est ce qu'il faut mettre de l'avant et bien sûr il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, jusqu'à y compris en supprimant certaines institutions aussi inutiles que budgétivores. C'était donc Guy Marius Sagna de Frappe France Dégage. Je rappelle qu'il était l'invité d'RFM Matin ce vendredi. Il est midi et 11 minutes. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy. Et puis ce communiqué de la RTP sur les nouvelles offres de l'opérateur Orange Sonatel. De nouvelles offres, bien sûr, qui ont suscité une forte opposition des consommateurs qui avaient même saisi la RTP à travers des plaintes portant entre autres sur les aspects tarifaires de la société. L'autorité de régulation des télécommunications et des postes, après avoir écouté les deux parties, donc a pris la décision, a plutôt demandé à Orange Sonatel de surseoir aux nouvelles offres mises sur le marché. La RTP demande donc à toutes les parties prenantes de prendre acte de cette décision.
contrat Sénélec-Akile, la presse annonce la fin du partenariat. Le directeur général de la Sénélec en a pris donc cette décision, affirme Libération dans sa livraison du jour. Eh bien, nous avons demandé au personnel de la Sénélec ce qu'il pensait de cette décision. Lamine Diarra s'en félicite, mais demande plus de transparence dans les futurs appels d'offres de la boîte. Le chargé de la formation et de l'éducation syndicale au sein du syndicat unique des démocratiques des travailleurs de l'électricité, Lamine Diarra, avec Mohamed Ali Mouba. Parce qu'on s'était toujours battu pour que ce contrat soit complètement rompu, parce que Sénélec n'avait pas intérêt à travailler de cette façon avec un partenaire. Parce que dans le contrat, c'est Akile qui avait tout en charge. Sénélec mettait tout à sa disposition et Akile était majoritaire dans cette filialisation. Donc nous pensons que la Sénélec avait la technicité qu'il faut, le personnel qu'il faut, les moyens qu'il faut pour faire ce travail elle-même. Et c'est pourquoi on s'était battu, on a expliqué à la population les contenus du contrat, ce qui n'allait pas dans ce contrat, et ça a été bien compris et bien suivi par les autorités. Donc nous nous réjouissons de cette structure de contrat. Maintenant, on va vers une rencontre avec le directeur général pour plus d'explications, pour savoir comment est-ce que le contrat a été rompu, que la Sénélec n'a pas été perdante dans cette histoire-là. Donc dans les tout prochaines heures ou jours, nous allons rencontrer le directeur général. Maintenant, au-delà de cette rupture de contrat, c'est sûr qu'il y aura encore des contrats à signer pour des partenaires qui vont nous fournir des compteurs intelligents, mais nous restons sur des positions de principe. Parce que pour nous, quel que soit le partenaire, il faut que ça se passe dans la transparence. Qu'il y ait un appel d'offres, qu'on choisisse le mieux disant dans l'intérêt de Sénélec et que Sénélec soit le propriétaire de l'AMI, c'est-à-dire le système qui va gérer l'ensemble des compteurs. Et nous attendons de pied ferme cette nouvelle direction générale qui est là, ni avec lui, ni avec l'autre, ni contre lui, ni contre l'autre. Nous sommes pour l'intérêt du Sénégal. Lamine Diarra, le chargé de la formation et de l'éducation syndicale au sein du syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'électricité. Je rappelle donc que le contrat entre la Sénélec et Akile a été tout simplement résilié. Commune de Diakhaï, les habitants de l'unité 9 des parcelles Assainies lancent un cri de détresse. Ils sont envahis par les eaux de pluie depuis le début de l'hivernage. Ils dénoncent une absence de canalisation et interpellent les autorités étatiques, surtout que la situation risque de s'aggraver car il y aura encore d'autres pluies. Ils ont dit leur mot en Ndongoka. Sur un échafaudage métallique, Marcel Faye s'active pour démarrer une motopompe de 250 m3/h. Le technicien s'évertue avant que le ciel n'ouvre encore ses vannes. Chaque jour, on pompe, 24/24. C'est pour commencer à déverser l'eau. Avant qu'il ne pleuve, on essaie de diminuer quelques centaines de litres. Nous sommes à l'unité 9 des parcelles Assainies, dans la commune de Diakhaï. Ici, quand le ciel s'assombrit, le désarroi s'empare des habitants. Youssouf Gueye. Cette situation ne facilite pas la vie de nos résidents. Ils sont confrontés le plus souvent à des difficultés liées à l'infiltration des eaux au niveau de nos bâtiments. L'hivernage ne fait que déviquer. Les riverains dans l'angoisse ne savent plus quoi faire. Ils sont pris au piège. Depuis le début de l'hivernage, l'unité 9 des parcelles Assainies est complètement cernée par les eaux pluviales. Le terrain de football donne l'image d'un marigot. À chaque hivernage, notre unité est inondée par des eaux qui nous viennent des autres parcelles à cause de la position basse de notre unité. C'est une unité censée être assainie, mais il n'y a aucun assainissement. Il y a 27 unités, mais la majeure partie des unités sont inondées. Vraiment, nous poussons un cri du cœur. Nous voulons des mesures urgentes. Comme moyen pour évacuer l'eau, il ne dispose que d'une seule motopompe. Il y a plus de 874 habitations dans cette unité 9. Nous nous sommes mobilisés pour acheter notre pompe avec la tuyauterie et tous les accessoires, à peu près 6 millions de francs CFA. Ces résidents de l'unité 9 des parcelles Assainies n'excluent pas de descendre dans la rue pour se faire entendre. Ndongoka Diakhaï, Radio Futur Média. Le Mamakunda déborde et déverse ses eaux dans les maisons environnantes. Plusieurs habitations sont inondées par les eaux du fleuve. Les sinistrés demandent l'aide des autorités locales. Moussa Oumar Gueye.
Le débordement des eaux du Mamakunda dans la nuit du jeudi au vendredi a soulevé l'ire des populations riveraines. Leur réveil a été brutal à cause des eaux de ruissellement qui ont inondé leurs concessions. Kumba Camara dëkk quartier dépôt. Waaw ndox bi dafa amul yoon, bu amoon yoon day jàll. Sonn nañ tey man sama yaay depuis 2h du matin la ma yee sama kër ma ñëw. Ni nga ñëwee nii si suba si nii noonu heure boobu laa am nii yoon ñëw dugg. Sama yaay daa tëb miir ñu jël ay bâtiment di ko tabax si for bi. Loolu c'est pas normal. Am na ñu fi musa lab du jeex wala xale yi ndaw yi c'est pas normal. Ce sont les ordures qui empêchent le passage des eaux sous le pont. Nous interpellons les autorités au plus vite, le maire, le ministre. Soxna Diouf laa tudd école dépôt laa dëkk autorité Tamba yi nañ ñu dimbale ñu defaral ñu faro bi te dindil ñu mbalit bi ci faro bi soxlawuñu dara bëgguñu dara jaboot dañoo yor ay xale la fois passé 4h du matin la ñu yee. Il faut interdire l'occupation anarchique et les constructions sur la vallée morte du Mamakunda. Ces bâtiments et les tas d'ordures freinent le passage des eaux. Nous vivons dans un véritable calvaire en période d'hivernage et ceci, c'est une situation récurrente. Nous en avons vraiment marre et sollicitons une solution définitive. Autorité Tamba yi nañ ñu dimbale ñu defaral ñu faro bi te dindil ñu mbalit bi ci faro bi soxlawuñu dara. Les opérations de curage du Mamakunda par l'unité de coordination et de gestion des déchets l'UCG, système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets domestiques SINVAD de la municipalité de Tambacounda n'ont pas empêché les inondations aux alentours du Mamakunda. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale. Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Au Mali d'abord, où les enquêtes sur les tueries du 10, 11 et 12 juillet sont en cours. C'est le procureur de la République qui l'a fait savoir dans une interview accordée à la télévision nationale. Mamadou Kassogué a déclaré qu'une information judiciaire contre X a été ouverte. Le juge a commencé l'audition des victimes. Koumba Sandiane Faye. Une information judiciaire ouverte contre X au niveau du tribunal de grande instance de la commune 3 de Bamako pour fait de meurtre, coups de blessures aggravées et coups mortels. C'est ce qu'a fait savoir Mamadou Kassogué, procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako. Et cela fait suite aux manifestations des 10, 11 et 12 juillet 2020 où il a été enregistré des morts et des bénédictions par arme à feu, selon toujours le procureur, sur la base de ces faits extrêmement graves sur instruction du procureur général près la cour d'appel de Bamako. Les enquêtes sont en cours déjà au niveau du juge d'instruction qui a été saisi du dossier. Le juge lui-même a notamment commencé l'audition des victimes et des témoins. Le procureur Mamadou Kassogué et son équipe comptent commencer l'enquête sur la base de l'audition des victimes et des témoins. Il fait savoir qu'il y a aussi les éléments de la balistique qui vont entrer en jeu pour pouvoir situer les responsabilités. A rappelé que les 10, 11 et 12 juillet 2020, une grande manifestation a été organisée à Bamako par le mouvement M5 RFP. Des morts, des blessés et des dégâts matériels importants. La CEDEAO avait exigé la mise en place rapide d'une commission d'enquête pour déterminer et situer les responsabilités dont les violences lors de son sommet extraordinaire des chefs d'État par visioconférence sur la situation au Mali. Koumba Sandiane Faye, Georges Déthié-Diop, la présidentielle ivoirienne du 31 octobre prochain, Alassane Dramane Ouattara, candidat à un troisième mandat. Il a annoncé sa candidature hier. Alassane Ouattara avait d'abord déclaré qu'il ne se présenterait pas, laissant la voix à son dauphin Amadou Gon Coulibaly. Il a donné 2 raisons principales à sa candidature. Un cas de force majeure après la mort du candidat de son parti Amadou Gon Coulibaly et un devoir citoyen. Notez que la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui l'anniversaire de son indépendance. Alassane Ouattara gouverne le pays depuis 2011. En Guinée, les délégués de quartier au pouvoir ont plaidé pour que Alpha Condé soit leur candidat lors de la prochaine élection présidentielle. Et cela malgré la vague de contestation qu'un troisième mandat de Alpha Condé soulève depuis des mois dans le pays. Alpha Condé a annoncé avoir pris acte de l'appel de son parti. Je vous ai entendu, je prends acte, mais si vous voulez que j'accepte votre proposition, il faut que je sois sûr que vous avez vous êtes engagé à ce que le RPG soit ce qu'il était au début, c'est-à-dire un parti qui n'oublie personne, leur a-t-il répondu. La présidentielle guinéenne est prévue
le 18 octobre prochain. On termine par le Maroc où la relance du secteur du tourisme peine à prendre. Entre la volonté du gouvernement de préserver la santé des populations par des restrictions et le souhait des opérateurs économiques de se relancer, il y a comme une sorte de contradiction. C'est un reportage de Khadim Mbaye à Casablanca. Des hôtels fermés au mois d'août à Casablanca. La mayonnaise du plan de relance touristique n'a pas pris. Il manque un peu de jaune d'œuf et de vinaigre, comme le confirme Wissal Al-Kharbaoui, secrétaire général de la Confédération nationale du tourisme. Que les hôtels sont fermés, oui, beaucoup. Pourquoi ? Parce que la situation sanitaire s'est pas mal dégradée, que l'évolution des ouvertures, elle dépend aussi de l'évolution des conditions sanitaires. Et pourtant, la reprise des activités touristiques avait été annoncée en grande pompe avec un certain optimisme le 25 juin par Nadia Fatah Alaoui, la ministre du Tourisme. Mais les opérateurs savaient que malgré les signaux prometteurs, rétablir la confiance des voyageurs prendrait encore du temps. Il y a eu beaucoup de promotions pour le tourisme local. Malheureusement, le marché local n'a pas réagi à la hauteur de ce que nous avions envisagé. Et deuxièmement, aujourd'hui, vu la dégradation de la situation sanitaire, il y a une vraie crise de confiance qui s'installe. La priorité aujourd'hui, c'est d'assurer la survie des 11 000 entreprises qui opèrent dans le secteur et de sauver le maximum d'emplois. C'est tout le sens d'ailleurs la signature ce jeudi d'un contrat programme qui prévoit le soutien au salaire de 2 000 dirhams et le maintien d'au moins 80% des salaires du secteur. Khadim Bay, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page internationale Barthélémy. Merci beaucoup Georges Déthié Diop. RFM Sport. Le sport à la une, la Ligue européenne des champions qui revient ce soir, Sodacham. Et oui, les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, Juventus-Lyon. 5 mois avant le huitième de finale retour programmé ce vendredi, l'Olympique lyonnais était parvenu à gêner l'organisation de la Juventus de Turin pour prendre l'avantage 1-0. À Turin aujourd'hui, les supporters de la Juve attendent qu'elle renverse la situation face à Lyon. À force de gagner chaque année, la Juventus a rendu les palais les plus exigeants. Et après 9 saisons à décrocher le Scudetto, tout le monde en veut plus. Les supporters rêvent déjà de Ligue des champions et une élimination des huitièmes de finale serait vraiment mal perçue, d'autant plus que l'Olympique lyonnais, modeste septième de Ligue 1, n'est pas vraiment considéré comme un cadre européen. L'autre huitième de finale retour de ce vendredi, ce sera entre Manchester City et le Real Madrid. Manchester City avait remporté la manche aller à Madrid par 2-1. Pour cette rencontre, on note l'absence du capitaine des Madrilènes, Sergio Ramos. Il faut rappeler aussi que les Madrilènes se sont inclinés 5 des 6 dernières fois qu'ils ont joué en Ligue des Champions sans leur capitaine suspendu ce vendredi. Raphaël Varane, en conférence de presse hier, a tenté de rassurer au sujet de l'absence de son partenaire. Il affirme, je cite, « On connaît l'importance de Sergio Ramos, mais nous sommes un groupe où tout le monde a un rôle à jouer. » Fin de citation. L'entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, a aussi affirmé hier que son attaquant Gareth Bale ne souhaitait pas jouer contre Manchester City. Toujours pour la Ligue des Champions, l'entraîneur du Barça pourrait compter sur les retours d'Antoine Griezmann et Clément Lenglet contre Naples demain samedi. Mais ni Ousmane Dembélé, même s'il a réintégré le groupe la semaine passée, ni Samuel Umtiti, qui souffre du genou gauche depuis plus d'un mois, ne seront de la partie. Et nous enchaînons avec la Ligue Europa. Bonne nouvelle pour le club français Rennes, 3e de la Ligue 1 la saison passée, et qualifié pour le moment pour le 3e tour de qualification de la Ligue des Champions, dont le vainqueur se qualifie en barrage. Mais il existe un accès plus rapide à la phase de groupe de la Ligue des Champions l'année prochaine en fonction de l'issue de la Ligue Europa. Si le vainqueur est déjà qualifié par le biais de son championnat pour la Ligue des Champions, Rennes ira directement en phase de groupe. Et la bonne nouvelle est que sur les 8 équipes quart de finalistes, 4 sont déjà assurées de participer à la Ligue des Champions la saison prochaine via leur championnat. Il s'agit du Shakhtar Donetsk, Manchester United, Inter Milan et le FC Séville. Le scénario idéal pour Rennes serait de voir ces 4 équipes se qualifier pour les demi-finales les 10 et 11 août prochains. Le club breton sera alors assuré de la phase de groupe pour la première fois de son histoire sans avoir à attendre les demi-finales ou la finale. Et cela pourrait lui permettre de mieux peaufiner son mercato. Pour les quarts de finale de la Ligue Europa prévus les 10 et 11 août prochains, Shakhtar Donetsk fera face au FC Bâle,
Manchester United FC Copenhague, Inter Milan vers Leverkusen, Wolverhampton face au FC Séville. Côté transfert, sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2021, James Rodriguez va quitter le club espagnol cet été. Selon un quotidien espagnol, Arsenal serait le plus intéressé pour le recruter. L'AS Monaco a officialisé ce vendredi le transfert du jeune défenseur de Reims Alex Disasi, estimé à 13 millions d'euros. Et nous terminons avec du basketball. Les Phoenix Suns ont conservé leur invincibilité dans la bulle en infligeant aux Indiana Pacers leur premier revers à Orlando. Les Suns vont tenter de confirmer leur invincibilité et obtenir une qualification à l'Ouest demain samedi. Les Sacramento Kings ont obtenu leur première victoire dans la bulle d'Orlando hier et ils ont par la même occasion mis en difficulté les New Orleans Pelicans, puisque les deux équipes présentent désormais le même bilan, 29 victoires et 39 défaites, ce qui leur laisse un mince espoir de prendre la 8e ou la 9e place de la conférence Ouest, qui ouvre les portes d'un match de barrage pour les playoffs. Sodecham, merci. Midi 27, Coronews, les informations relatives à la Covid-19 au Sénégal, en Afrique, à travers le monde, c'est avec Nafisa Toussila. C'est de jour en jour que le nombre de nouveaux cas explose aux États-Unis. Il s'élève aujourd'hui à 53 685 contaminations et s'y ajoute au bilan 1320 morts en 24 heures. Les États-Unis sont à plus de 4 900 cas depuis le début de la pandémie. Pour le bilan quotidien, il est suivi de très près par le Brésil qui compte ce jour 53 139 nouvelles contaminations et 1237 décès. Le pays déclare près de 3 millions de cas recensés au total. Dans plusieurs pays d'Amérique latine, le nombre de nouveaux cas ne cesse de grimper, comme au Chili, au Pérou, au Mexique ou encore au Venezuela. Ce vendredi 7 août, le Portugal a recensé 213 nouveaux cas, mais seulement 3 morts. En Allemagne, c'est 792 nouvelles contaminations et 0 décès. 858 cas supplémentaires pour la Belgique et 7 décès recensés ces dernières heures. Le Royaume-Uni comptabilise 950 nouvelles contaminations et 46 morts en 24 heures. Le déconfinement a été suspendu en Grande-Bretagne face à la hausse des cas positifs. L'Italie recense, elle, 401 nouveaux cas positifs et 6 décès. 7 décès pour la France en 24 heures et 1604 nouvelles contaminations. La Russie fait état de plus de 5000 nouveaux cas et 112 morts ces dernières 24 heures. L'Iran a répertorié 174 décès entre hier et aujourd'hui et 2634 cas supplémentaires. Le troisième pays le plus impacté dans le monde, l'Inde, dépasse le cap des 2 millions de cas et s'est réveillé ce vendredi avec 62 170 cas positifs et 899 décès. Au Japon, le nombre de nouveaux cas est à 1134 en 24 heures, mais le pays n'a recensé que 4 décès. Le Maroc a connu une hausse de contamination record depuis le relâchement de l'état d'urgence sanitaire. 1144 nouveaux cas positifs et 14 décès. Les autorités marocaines déplorent cette situation. En Algérie, ce sont les professionnels de la santé qui s'avouent inquiets avec la recrudescence des nouvelles contaminations. 571 ce vendredi. L'Afrique du Sud a, elle, comptabilisé 8307 cas positifs et 306 décès supplémentaires. RFM, la presse du jour. La presse du jour avec Georges Déthié-Diop. Les échos du Conseil présidentiel sur la montée du coronavirus. Le chef de l'État n'exclut pas des états d'urgence localisés si cette situation perdure. Ces propos sont à la une de l'Observateur, mais aussi du quotidien national Le Soleil et du journal L'As. Le président de la République a confié que si cela doit continuer, ils prendront les mesures qu'ils estimeront utiles de protéger la santé des populations. Il faut donc, selon lui, le respect des gestes barrières et le port obligatoire et correct du masque. Ainsi, Sud Quotidien affirme que Macky menace de ramener l'état d'urgence. L'As rapporte son propos selon lequel il faut aussi arrêter les cérémonies de levée de corps et familiales festives. Aussi, ajoute Source A, Macky Sall a dit avoir constaté une couverture médiatique alarmiste. Selon le journal Source A, le président lance un appel à la presse sénégalaise car à son avis, il ne sert à rien d'alarmer les populations et de noircir le tableau. Selon l'Observateur, hélas, Mame Thierno Dieng, le directeur de l'hôpital principal, a fait savoir que la plupart des malades décédés à l'hôpital principal
pour l'essentiel des marabouts et de grands notables, sont tous infectés dans les cérémonies et principalement funéraires. Toujours dans l'Observateur, les secrets de mort de 4 personnalités emportées récemment par la Covid-19 et l'attitude de certaines familles religieuses qui désolent les soignants. Dans le secteur de la santé, toujours Enquête informe qu'après la psychose des premières semaines de la pandémie, les malades chroniques avec la levée des restrictions liées à l'état d'urgence ont repris le chemin des hôpitaux. Mais le journal précise que le tribut risque d'être lourd pour certains patients, surtout les cancéreux. Les adieux de Medina Baye à son khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse, a été inhumé hier. Le Soleil fait état d'une foule immense lors de la cérémonie, ce que confirme Vox Populi qui parle d'une foule immense à Medina Baye qui a vécu un moment de grande ferveur. Selon Vox Populi, Pape Cheikh repose à côté de Baye Niasse pour l'éternité et Cheikh Mahi a été intronisé 5e khalife de Baye. Et l'on reparle du saccage des locaux du journal Les Échos. Les auteurs présumés ont fait l'objet d'un retour de parquet. L'information barre la une du quotidien Les Échos qui a reçu hier la visite de Guy Marius Sagna qui qualifie l'acte de terroriste. Tout le contraire de l'État. Le constat est du quotidien Le Quotidien. Le journal relève les absences qu'il juge regrettables des ministres Abdoulaye Diop et Aly Ngouille Ndiaye. Ils n'ont pas posé les pieds au siège du quotidien Les Échos. Une absence qui, aux yeux du journal Le Quotidien, frise le manque de considération des autorités à l'égard de la presse. À la une de Libération, la Sénélec résilie le contrat avec Akili relatif à la fourniture de compteurs intelligents. Le journal révèle que le directeur général Pape Demba Bitèye est passé à l'acte le 4 août dernier sans attendre la décision du tribunal. Selon mon confrère, la Sénélec, qui refuse aussi de payer des prestations certifiées conformes par ses services à AMI, une start-up d'Akili chargée de la surveillance du réseau de distribution, s'apprête à filer le marché aux Chinois du groupe Kaifa que Pape Demba Bitèye reçoit ce vendredi pour une séance de travail. Les sports en attraction ce vendredi, les 8e de finale retour de la Champions League européenne. Juventus, Lyon et Real Madrid, Manchester City. Real pour l'exploit à Manchester, Juve pas à l'abri face à Lyon selon Record. Pour Stade, la Juve et le Real sont condamnés à gagner. Et pour terminer, l'on reparle de la pandémie du coronavirus avec cette information à la une de l'Observateur. Une malade de Covid de 20 ans violée dans un centre de traitement par un agent de la Croix-Rouge. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Nous en arrivons à point de vue débat aujourd'hui sur la sortie attendue du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, donc qui va évoquer les nouvelles décisions pour faire appliquer les mesures barrières, entre autres le port du masque et l'interdiction des lieux de rassemblement, dans les lieux publics. Pour en parler, nous sommes avec le docteur Muntaga Dia. Docteur, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du département santé communautaire à l'université d'Alioune Diop de Bambey. Notre deuxième intervenant, Pathé Mbodj, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sociologue. Alors, la première question à vous, docteur Muntaga Dia. On attend bien sûr la sortie du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui doit en tout cas évoquer les nouvelles décisions prises donc pour faire appliquer les mesures barrières, mais on a une idée un peu de ce qu'il va dire à la lumière de la sortie du chef de l'État en Conseil des ministres qui lui a demandé de faire appliquer les mesures sur le terrain. Le constat est qu'on note un relâchement du côté des populations. Est-ce que vous voulez que ces mesures-là soient renforcées ou alors que faut-il faire ? Oui, bonjour. Je dis bonjour à tous les auditeurs et je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie face à cette pandémie. Je présente mes condoléances à toutes les familles. Et je salue également mon co-invité. Voilà, nous sommes à une situation où il était temps que les autorités reprennent la parole pour indiquer une nouvelle voie, de nouvelles mesures pour pouvoir contenir cette pandémie. Effectivement, on s'attend à ce que des mesures restrictives soient annoncées, des mesures coercitives pour obliger la population à mettre les masques, mais avant tout, les grands rassemblements à caractère religieux liés aux obsèques. C'est ça notre problème premier à l'heure actuelle. Ce qu'on voit en ce moment à l'occasion de décès qui surviennent dans les familles religieuses,
ne rassure pas du tout. Ça ne rassure pas du tout. Donc je pense que les autorités devraient aller discuter avec les familles religieuses pour qu'elles aident surtout le personnel de santé qui est à bout en ce moment. La prise en charge des patients pose problème. Il y a des problèmes d'ordre matériel, mais surtout une surcharge de travail. Et ils commencent à l'exprimer. Et ceux qui sont en première ligne dans les services de prise en charge expriment le désarroi qu'ils ont actuellement à cause de l'augmentation du nombre de cas. Et ça, ils l'avaient dit, ils avaient averti très tôt pour dire qu'on les aide au niveau communautaire pour contenir la pandémie afin d'éviter la surcharge au niveau des hôpitaux. Ça, c'est un. Deux, hier aussi, si on a écouté notre professeur, le général Dien, le directeur de l'hôpital principal, il a dit que la plupart des personnalités qui ont attrapé l'infection ces temps-ci l'ont eu au cours de ces cérémonies funéraires. Donc c'est suffisamment édifiant pour dire que ces rassemblements constituent un danger. Oui, mais docteur, vous demandez aux autorités d'aller voir les chefs religieux pour discuter avec eux au moment où ce sont ces mêmes autorités-là qui se déplacent et qui vont présenter leurs condoléances quand il y a un décès. Je veux citer Macky Sall qui est attendu demain à Medina Baye. C'est justement ça, c'est justement là où se trouve le problème. C'est pour ça qu'il faut qu'on les mette devant leurs responsabilités, qu'ils sachent que c'est eux-mêmes qui doivent donner l'exemple et surtout ne pas brouiller le message. Avant les masques, c'est l'interdiction des rassemblements qui a été la première mesure, la fermeture des écoles, des universités. Et tout ça, c'est pour limiter les rassemblements. Aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu licite, c'est devenu sans danger. Avant les masques, c'est d'interdire ces rassemblements-là. Même si les gens ont des masques, s'ils sont côte à côte, le risque existe. Ils peuvent se passer le virus, malgré les masques, s'ils sont côte à côte et en grand nombre. Et c'est ce qu'on est en train de voir dans les villes religieuses. Alors, c'est comme pour dire, Patembodj, qu'il ne suffit pas tout simplement de porter le masque. Le masque, il y avait même au tout début de la pandémie, si vous vous souvenez bien, Barthélemy, il y avait même des pays qui refusaient le port du masque. Le port du masque n'est pas une garantie absolue de non-contamination. Le port du masque, c'est une barrière, mais une barrière, vous savez ce que c'est comme les barrières de la police. Quand il y a une émeute, comme cette pandémie, qui peut être considérée comme une émeute, elle peut très facilement renverser les barrières. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème n'est pas non plus dans la communication. Au tout début de cette affaire, on a établi un plan qui a permis d'identifier des porteurs de voix qu'on a allé visiter. Le ministre de la Santé est allé visiter toutes les grandes familles religieuses de ce pays. L'État communique, la presse, malgré les attaques du président hier, a fait un excellent travail. Et comme dit la CAP, elle a été le meilleur allié du pouvoir dans cette bataille. Le problème est un problème personnel. Le problème, c'est un problème de discipline personnelle. Ce n'est pas une communication qui va obliger les gens à ne plus sortir. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la police, ce n'est pas la gendarmerie. Nous ne sommes pas dans un régime militaire. Nous sommes dans un régime civil. Nous devons discipliner les populations. Il est vrai, comme le dit le docteur, les autorités ne prêchent pas par le bon exemple. On l'a vu avec le président le jour de la Tabaski, dans son appel désespéré pour limiter la pandémie. Il n'a pas mis son masque. Il aurait pu, dans un souci de politique spectacle, le faire. Il va aller demain à Medina Baye. Ça n'est pas catastrophique. Les conditions de concentration de population demain seront beaucoup moindres qu'hier. Le problème est de savoir, est-ce qu'on peut autoriser les rassemblements comme on a autorisé le rapatriement des cadavres des victimes de la COVID-19. Je pense que c'est à partir de ce moment où l'État a faibli dans sa conception de la riposte que tout a... Donc vous pensez qu'il y a quelque part des failles dans le plan de riposte? Non, c'est l'État qui a faussé devant une pression populaire
qui a pris peur parce que des gens voulaient enterrer leurs morts du corona qui sont à l'extérieur ici, parce qu'on a confiné des gens, on est allé les chercher et on a eu la transmission importée. On a eu peur devant la réaction des gens et à partir du 2 juin, on a relâché progressivement en sachant que le danger était là. Tout le monde savait que juillet nous donnerait, il y a un docteur ce matin de Souma qui parle de 10 000 à 50 000. Tout le monde savait depuis le mois de mai que le pic du juillet pourrait atteindre 300 000 malades au Sénégal. Et on n'a pas réagi. L'État a laissé faire. C'est au niveau de l'État qui a laissé faire, mais aussi au niveau des individus. Personnellement, chaque individu devait être le garant de soi-même. Chacun est responsable de sa propre vie et de celle de sa famille, de ses voisins et de l'État et de la nation. Et de la nation. Je reviens à vous tout à l'heure, Pathé Mbodji. Docteur Muntaga Dia, aujourd'hui on constate une augmentation des cas communautaires, en atteste le point du jour de ce matin. 82 cas cas communautaires plutôt. C'est inquiétant au moment où on laisse encore faire, si je peux le dire ainsi. Oui, tout à fait. Moi, j'ai participé à des activités menées par l'équipe du professeur Cheikh Niang, le socio-anthropologue, il y a 2 semaines, pour donner un peu plus encore d'ampleur à l'engagement communautaire. Mais ce que les Badjanougor, qui déjà avaient commencé à faire des activités sur le terrain, nous ont rapporté, c'est plus qu'inquiétant. Des jeunes qui leur disent « Non, allez vous occuper d'autres choses, allez parler d'autres choses, Corona n'existe pas ». Donc, il faut aussi savoir que la population du Sénégal a changé. C'est là où se situe le problème, parce que le déni est encore là. Voilà, c'est une population très jeune et je sais de quoi je parle dans la banlieue de Dakar. Moi, je vois des vagues de jeunes qui n'ont fait ni l'école française ni les DARA, qui sont des conducteurs de charrettes par-ci, qui sont, etc., qui ne sont pas dans les circuits où passent les messages. Donc, il faut qu'on tienne compte de cela. Mais aussi, ce que mon débatteur a dit tout à l'heure, moi je ne remettrai pas tout, M. Mbodji, je ne remettrai pas tout sur le dos des autorités, des autorités politiques ou administratives. Ils ont leur part. J'ai dit tout à l'heure qu'ils doivent donner l'exemple. Ils ne doivent pas aller publiquement vers ces cérémonies religieuses pour obsèques. Moi, le chef de l'État, j'aurais préféré qu'il aille la nuit et sans caméra. C'est une manière de faire comprendre à tout le peuple qu'il y a danger. Les rassemblements, voyez ce qui se passe en Europe. Nous ne pouvons pas faire ce que les autres ne font pas pour avoir des résultats et espérer avoir des résultats. Voyez les matchs de Ligue des Champions. C'est à huis clos. Des enjeux financiers énormes, mais tout est à huis clos. Donc les rassemblements, ça, on doit mettre une croix dessus. Je répète que les familles religieuses ont leur rôle à jouer dans ça parce qu'il y a énormément de jeunes qui dépendent, qui écoutent directement, qui dépendent directement de ces familles religieuses-là. Vous avez vu ce qui s'est passé avec l'agression de vos collègues. Qu'est-ce que certains de ces jeunes-là ont dit? Ils n'écoutent pas les autorités, ils écoutent. Donc les autorités religieuses aussi ont leur part à jouer. Ils doivent tout faire pour ne pas favoriser ces rassemblements-là. Donc maintenant, au niveau communautaire, il y a des initiatives par-ci par-là, et le ministère de la Santé aussi devrait faire l'effort d'essayer de rassembler toutes ces initiatives, de fédérer pour qu'on ait une démarche cohérente. D'accord, associer les autorités à la base. Merci beaucoup, merci docteur. On vous retrouve tout à l'heure à 13h. Pathé Mbodji, je termine avec vous. Le docteur l'a soulevé tout à l'heure, il faut associer les populations à la base. Le combat doit être communautaire, ça doit être un combat personnel, mais aujourd'hui individuel. Mais aujourd'hui, on constate, pour le regretter justement, que les jeunes continuent de ne plus respecter, continuent à ne plus respecter les gestes barrières. Non, vous savez, c'est un peu aussi la faute à l'État quand il estime que ce sont les jeunes qui rapportent la maladie chez les vieux. Vous savez, les jeunes ne vont pas au lever de corps, ils ne vont pas au mariage, ils ne vont pas au... Mais ils se rassemblent quelque part.
Bon, ils se rassemblent à la plage, ils se rassemblent... Justement, la plage est un lieu public et ça peut être source d'une contamination. Oui, non, mais c'est-à-dire, au niveau des jeunes, c'est sûr que l'insouciance est encore là. Il faut que ce soit non plus l'État, mais que ce soit au sein de la famille même, que nous nous occupions de nos enfants, que nous les rendions responsables. Et je ne suis pas d'accord avec le docteur Moundagandia quand il dit, par exemple, qu'au niveau de la base, il n'y a pas d'information. Depuis 6 mois que le monde vit cette terrible pandémie, tout le monde est sensibilisé sur la gravité de la maladie. Il y a un esprit de je fais, il y a un esprit de je ne participe pas. C'est cet effort que l'État doit essayer de multiplier pour amener les populations au sens large à être un peu plus responsables de leur vie, que chacun se dit je suis responsable de ma vie, mais je suis responsable aussi de la vie de mon père, de la vie de ma mère, de mes frères, de mes soeurs, de mes voisins, du quartier et de toute la nation. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Donc vous pensez plutôt que ce sont les parents eux-mêmes qui doivent occuper la première ligne de la sensibilisation. La seconde vague d'information IEC devait partir justement de la famille. C'est au niveau des familles que nous devons travailler pour amener les responsables de famille à être plus responsables devant leurs fils. Mais quand vous avez une chambre, 2 femmes et 15 enfants, le matin à 6 heures, les enfants sont dehors, vous avez d'autres préoccupations que de dire à ces enfants-là de faire attention à leur vie. D'accord. Merci beaucoup, Patembodj. Ok, on vous retrouve vous aussi tout à l'heure à 13h. Mesdames, Messieurs, merci à vous. C'est la fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde à Luba. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans 13 minutes. Un journal en Wolof à 13h avec Papa Ndiaye. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média. Tout de suite, allô, présidence. Président de la République, président du Gouvernement, président de la République, président de la République, président de la République, président